Alors, les actualités se succèdent et en ce moment se déroule à New York une réunion exceptionnelle du Conseil de sécurité à la demande de la Russie et de la Chine et bien entendu à propos de ces frappes américano-israéliennes. On va écouter le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui s'exprime à l'instant. Iranien, une frappe aérienne a tué au moins 85 personnes et en ont blessé bien plus encore dans une école de filles à Minab, dans la province d'Hormozgan, et une école à Téhéran également aurait consigné 2 décès. Monsieur le Président, l'action militaire se développe dans toute la région, créant une situation de plus en plus imprévisible et instable et augmentant le risque d'erreur de calcul. Selon les sources israéliennes, 89 personnes ont été blessées dans les frappes perpétrées par l'Iran contre Israël. Et il y a eu des répercussions également en Cisjordanie occupée. L'Iran a annoncé qu'en réaction aux frappes israéliennes et des États-Unis, l'Iran cible des avoirs militaires dans la région. Ces frappes ont touché des civils et des infrastructures dans les pays que j'ai déjà mentionnés. Les répercussions indirectes de débris tombants ont été consignées au Liban et en Syrie. La plupart des États du Golfe ont pu intercepter les frappes iraniennes. Toutefois, les Émirats arabes unis ont établi qu'un civil avait été tué suite à des débris d'un missile intercepté. En Irak, on a consigné des attaques par missiles et drones de part et d'autre. On a consigné également que l'Iran fermait le détroit d'Ormuz pour le trafic maritime international. Monsieur le Président, les États-Unis et les attaques des États-Unis et d'Israël sont intervenues suite au 3e tour de pourparlers indirects entre États-Unis et Iran sous la médiation d'Oman. Des préparatifs étaient en cours pour des pourparlers techniques à Vienne la semaine prochaine, suivis par une nouvelle série de pourparlers politiques. Je regrette que ces possibilités de diplomatie ont été gâchées. Monsieur le Président, troisièmement, la région et le monde ont besoin d'une solution maintenant. Je demande la désescalade, la cessation immédiate des hostilités. L'alternative, c'est un conflit qui pourrait être plus grand encore, lourd de conséquences pour les civils et la stabilité de la région. J'exhorte toutes les parties vigoureusement à revenir à la table des négociations, notamment sur le programme nucléaire iranien. Je note que le président des États-Unis, dit-on, a parlé avec des dirigeants d'Arabie Saoudite, du Qatar et des Émirats arabes unis. Le ministre des Affaires étrangères de l'Iran a dit avoir parlé avec son homologue des pays du Golfe et l'Irak. Et tout doit être fait pour prévenir toute autre escalade. À cette fin, je demande à tous les États membres de respecter à la lettre leurs obligations en vertu du droit international, y compris la Charte des Nations unies, de respecter et de protéger les civils conformément au droit international humanitaire et de garantir la sécurité nucléaire. Agissons de façon responsable, à l'unisson, pour éloigner la région et le monde entier du bord du précipice. Merci. Je remercie le secrétaire général de son intervention. Je donne maintenant la parole aux membres du Conseil de sécurité qui souhaitent prendre la parole. Je donne la parole au représentant de la France. Président, et je remercie le secrétaire général des Nations Unies, son Excellence M. Antonio Guterres, pour son exposé complet et éclairant. Je remercie également la présidence du Conseil d'avoir permis la tenue de cette réunion dans de si brefs délais. Le président de la République, M. Emmanuel Macron, a appelé à ce que le Conseil se saisisse d'urgence du sujet au regard de la gravité du moment que nous traversons. Monsieur le Président, cette région a besoin de paix. Et pour y parvenir, elle a besoin que l'Iran respecte ses obligations internationales. Nous sommes très préoccupés par le déclenchement de cette nouvelle guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran. L'escalade en cours est dangereuse pour tous et elle doit cesser immédiatement. Fidèle à ses principes et à son attachement à la Charte des Nations unies, la France appelle à la désescalade et elle rappelle que le respect du droit international est la condition de la stabilité et de la sécurité à long terme dans la région et dans le monde. Nous condamnons avec la plus grande fermeté les frappes indiscriminées conduites par l'Iran contre plusieurs pays de la région. Il est primordial de veiller à la protection des vies civiles. Nous exprimons notre solidarité avec les pays frappés, l'Arabie saoudite, le Bahreïn, les Émirats arabes unis, la Jordanie, le Koweït, le Qatar
et avec nos partenaires régionaux. Et nous sommes prêts à déployer les moyens nécessaires à leur protection s'ils nous le demandent. Nous prenons toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de nos ressortissants au Moyen-Orient. Monsieur le Président, les événements de ce jour interviennent dans le contexte de la poursuite par l'Iran d'un programme nucléaire déstabilisant en violation de ses obligations au titre de son accord de garantie généralisée et des résolutions du Conseil. Depuis des années, en dépit des efforts diplomatiques déployés par la France avec ses partenaires du O3, l'Iran n'a pas saisi la chance de conclure un accord en vue d'un encadrement pacifique de son programme nucléaire. En parallèle, l'Iran a réduit sa coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui n'est plus depuis longtemps en mesure de garantir le caractère pacifique du programme nucléaire iranien. Depuis de longs mois, l'agence n'a plus accès aux sites les plus sensibles du programme nucléaire iranien. La transparence n'est toujours pas faite sur la situation du stock iranien d'uranium hautement enrichi à 60%, qui représente une quantité potentiellement suffisante pour produire une dizaine d'engins nucléaires explosifs. La situation est d'une telle gravité que nous avons été contraints en août dernier de déclencher la procédure de rétablissement des sanctions du Conseil de sécurité en réponse au non-respect manifeste et persistant par l'Iran de ses engagements. Au-delà de son programme nucléaire, ce sont également le programme balistique et les engagements et les agissements régionaux de l'Iran qui continuent de constituer des sources de déstabilisation majeures. L'Iran poursuit également une politique de déstabilisation systématique des pays de la région, à travers le soutien qu'il apporte à ses affidés régionaux, qu'il s'agisse du Hamas, du Hezbollah au Liban, des Houthis au Yémen ou autrefois du régime de Bachar el-Assad en Syrie. Nous restons enfin profondément préoccupés par les souffrances du peuple iranien du fait de la répression systématique et brutale qu'il connaît depuis des années. Depuis plusieurs semaines, ce peuple subit le déchaînement d'une violence d'État injustifiable parce qu'il a eu le courage de manifester pour faire valoir ses aspirations à une vie meilleure et à la liberté. Le peuple iranien doit pouvoir exercer ses droits fondamentaux et il doit pouvoir décider librement de son destin. Monsieur le Président, le 28 septembre dernier, les résolutions de ce Conseil sur le programme nucléaire iranien ont été rétablies. Ces résolutions imposent notamment à l'Iran de suspendre ses activités d'enrichissement d'uranium, de coopérer avec l'AIEA et de cesser ses activités balistiques. Le Conseil doit veiller à la bonne mise en œuvre de ces résolutions, y compris en assurant le fonctionnement du comité des sanctions 1737. Il importe que l'Iran s'engage enfin dans une négociation de bonne foi sur les enjeux relatifs à son programme nucléaire et balistique, ainsi qu'à ses agissements régionaux. La France, avec ses partenaires du E3, n'a cessé de se mobiliser depuis plus de 20 ans en faveur d'une solution diplomatique négociée, seule de nature à résoudre ces questions de façon viable. Avec nos partenaires, nous avons démontré en 2015, avec le JCPOA et la résolution 2231 de ce Conseil, qu'un accord était possible. Aujourd'hui encore, la voie du règlement pacifique des différends doit prévaloir. Nous pensons qu'un accord est possible. Il est temps pour cela que l'Iran s'engage sérieusement dans des négociations pour y parvenir. Nous demeurons disponibles avec nos partenaires pour rechercher un accord robuste, vérifiable et durable qui garantisse que l'Iran ne se dote jamais de l'arme nucléaire. Dans ce moment grave, le Conseil doit se rassembler pour appeler à la désescalade, au respect du droit international, à la recherche d'une solution négociée afin de rétablir durablement la paix dans la région. Je vous remercie. I thank the representative of Je remercie le représentant de la France de sa déclaration. Je donne maintenant la parole au représentant du Bahreïn. Merci, Monsieur le Président. D'emblée, je voudrais remercier le Royaume d'avoir entendu notre appel et d'avoir convoqué cette séance à ce moment important. Et je veux dire également mes remerciements à Son Excellence, Monsieur le Secrétaire général, de son intervention et des informations fournies sur les événements récents et les répercussions sur la paix et la sécurité régionale et internationale. Monsieur le Président, mon pays ne s'attendait pas. Vous avez donc écouté le représentant de la France à l'ONU lors de ce Conseil de sécurité exceptionnel qui se tient
à propos de l'opération américano-israélienne en Iran et de l'escalade régionale au Moyen-Orient. Cyril Payen, on va peut-être revenir sur la réaction française. Alors finalement, le représentant de la France qui a été dans la droite ligne de Emmanuel Macron et de son conseil de défense tenu en début de soirée, la diplomatie qui doit reprendre ses droits. C'est à peu près ça et seulement ça la déclaration de la France. Oui, enfin la diplomatie telle qu'on l'entend encore dans le vieux monde qui opérait cette diplomatie est basée sur le multilatéralisme dont l'offensive de ce matin montre l'échec, ou en tout cas la fin de ce temps. Oui, alors, les appels évidemment faisant écho à ce qui a pu émaner d'une partie de l'Europe, sans cacophonie cette fois-ci, c'est-à-dire d'abord la désescalade, la pente dangereuse vers laquelle l'offensive pourrait mener le Proche-Orient, mais aussi le fait de dénoncer la position iranienne, alors là, faisant bloc. Ça, c'est pas très surprenant. Ce qui est un peu plus surprenant, c'est dans l'hémicycle du Conseil de sécurité à New York des Nations Unies, qui n'a pas vraiment pour vocation ni habitude de se réunir aussi rapidement, en séance tenante comme ça, pour évoquer ce sujet. Ça signifie donc, tant ce sujet est brûlant, c'est de ne pas dénoncer l'unilatéralité, pardon, pour ne pas dire la verticalité et la brutalité de cette offensive qui s'est faite avec la stratégie conjointe de Washington et de Tel Aviv. Pas de condamnation, c'est un soutien finalement implicite. Bien entendu, mais en tout cas, c'est surtout, on pouvait quand même dénoncer la fin du multilatéralisme, par exemple, que l'ONU n'ait pas été consultée, nonobstant, mais là, c'est des affaires intérieures américaines, mais que le Congrès américain ait été consulté, puisque normalement, ça ne se fait pas comme ça. Donc, on a changé d'air, effectivement. Tout le monde aujourd'hui dans cet hémicycle, peut-être pas dans cet hémicycle, mais en tout cas dans le camp occidental, va être d'accord pour dénoncer évidemment la question du nucléaire iranien, à tort ou à raison. Mais là, on essaie de faire bloc pour désescalader, parce qu'on a bien vu que la contre-offensive, limitée certes, mais en tout cas qui a touché les pays du Golfe, qui ont beaucoup freiné, ont fait tout pour freiner arrive cette offensive. Eh bien, on veut lancer cette désescalade. D'ailleurs, la France, par la voix du représentant français, a dit mettre en œuvre ce qu'il fallait, si c'était demandé, pour défendre les intérêts de ces pays de Golfe qui sont touchés, puisque là, c'est important, et c'est une grande différence avec la guerre dite des 12 jours de juin dernier, avec ces frappes israéliennes et l'appui américain, c'est que les Iraniens avaient menacé, avaient fait des contre-offensives, lancé des missiles, mais n'avaient jamais d'abord de fait coupé l'accès au détroit d'Ormuz, 20% quand même du flux pétrolier et 30% du flux gazier. Là, de fait, on ne sait pas si c'est une décision ou pas, mais en tout cas, beaucoup de bateaux font demi-tour. De fait, c'est fait. Et puis surtout, le fait qu'on voit, et les réseaux sociaux abondent avec des images du Bahreïn, des images de Dubaï, pour ne citer que, avec donc une contre-offensive militaire contre les pays du Golfe. Donc là aussi, c'est une ligne rouge franchie, mais qui va d'autant plus, je dirais, pour finir, antagoniser le régime iranien, qui est plus seul que jamais, c'est vrai, ce soir. Oui, ça c'est pour parler aussi de l'ampleur de la riposte iranienne envers tous les pays arabes qui l'entourent. Le multilatéralisme qui a du plomb dans l'aile, que peut vraiment l'ONU? On va se diriger justement à New York. Émilie Musset, notre correspondante, nous attend devant le bâtiment des Nations Unies, donc où se tient en ce moment ce Conseil de sécurité exceptionnel. Merci Émilie. Alors que peut concrètement l'ONU? Parce que évidemment dans ce Conseil de sécurité, il y a les États-Unis qui ont un droit de veto. Bien sûr, et on attend surtout la formulation, ce que vont dire les différents États membres. Alors on a vu, j'étais juste à l'entrée de la salle au moment où les différents ambassadeurs ont commencé à entrer, un peu avant 4 heures. Alors on a vu l'ambassadeur américain aux Nations Unies entrer très souriant, pouce levé, et qualifiant l'opération d'incroyable, amazing, a-t-il dit. Juste avant lui, on avait écouté l'ambassadeur Danny Danon. Il avait déploré les reproches internationaux. C'était, selon lui, la responsabilité de l'escalade incombe d'abord à l'Iran, qui a poursuivi son programme nucléaire et mené une brutale répression contre sa population. Il a salué d'ailleurs le courage du peuple iranien, affirmant « Notre guerre n'est pas contre vous, mais contre le régime qui vous oppresse et qui oppresse la région depuis près de 40 ans. » Donc l'attention se porte désormais sur la formulation diplomatique des 15 États membres qui vont discuter pendant ce Conseil, qui vont
et évoquer leur prise de position. Certains, comme la France, on l'a entendu tout à l'heure, évoquent avant tout l'urgence d'une désescalade tout en rappelant les violations iraniennes, notamment au niveau du programme nucléaire. Beaucoup, voire tous, appelleront bien sûr à la protection des civils, au respect du droit international. Et certains iront probablement plus loin en mettant l'accent sur la violation du territoire iranien. C'est dans ces qualifications que va se jouer un petit peu la diplomatie, les grandes lignes diplomatiques ici au Conseil de sécurité de l'ONU. Et on attend aussi, évidemment, l'intervention des ambassadeurs israéliens et américains. Est-ce qu'ils devraient, justement, dans la lignée, notamment de l'intervention de Benjamin Netanyahou un peu plus tôt, être satisfaits de cette opération et être déterminés à poursuivre ? C'est en tout cas ce qu'ils disaient juste avant d'entrer. Ils affichaient une attitude plutôt satisfaite, plutôt conquérante. Et ils véhiculent l'idée qu'ils sont dans leur droit d'agir, qu'ils agissent pour la protection du peuple, pour la paix de la région quelque part. Et c'est ce qu'ils devraient bien sûr exprimer tout à l'heure lors de leurs allocutions. Et on reviendra vers vous, Émile Musset, au fur et à mesure donc, que ce Conseil de sécurité avance et se termine. Merci à vous. Alors, ce Conseil de sécurité, Cyril, il a été demandé par la Chine et la Russie, deux pays qui n'ont pas tellement réagi, qu'on n'a pas entendu. Alors, on a entendu la réaction de Volodymyr Zelensky qui a dit que cette opération américaine et israélienne était une chance pour le peuple iranien de se débarrasser d'un régime terroriste. Mais pourquoi Vladimir Poutine ne dit rien? Il y a eu une déclaration de son ministre des Affaires étrangères qui appelait à la désescalade et parlait, je cite de mémoire, de pentes extrêmement dangereuses. Donc là aussi, c'est une position qui peut paraître un peu curieuse de dénoncer une offensive américaine. Les Russes qui eux-mêmes, on a fêté hélas tragiquement la 4e année de l'offensive sur l'Ukraine en février 2021. Mais les Chinois aussi appellent à la désescalade, ont fait des déclarations, mais sont assez prudents. Ce qui est vrai, c'est qu'on est aussi là aussi dans ce qu'on appelle déjà cette démondialisation. C'est une autre manière de voir les relations internationales. Et in fine, on voit que tout est permis. Donc l'agresseur d'hier, donc Vladimir Poutine, peut condamner l'agression d'aujourd'hui. Donc le bien, le mal, tout ça est un peu compliqué. C'est sans doute pour ça que le multilatéralisme fonctionnait à peu près bien et avait été inventé. Là, on change complètement le jeu, l'échiquier, grâce au retour tonitruant aux affaires de Donald Trump il y a un an. Tout va extrêmement vite. Donc, dans l'échiquier mondial, les alliés de fait ou stratégiques de l'Iran, ils sont encore extrêmement nombreux. On a parlé des proxys qui étaient décapités, qui sont d'ailleurs très muets ce soir. Ils ne vont pas en tout cas défendre Téhéran, c'est certain. Mais les partenaires stratégiques et économiques comme la Chine, très important, ou la Russie, voient évidemment d'un très mauvais œil ce qui se passe. Alors après, on sait aussi, on peut se douter qu'il n'y aura pas d'intervention, par exemple, chinoise, bien qu'il y ait eu récemment des manœuvres très importantes avec les Iraniens dans les eaux. Mais les Chinois, justement, ils sont plutôt pragmatiques. Ils pourraient être assez inquiets de leur approvisionnement en pétrole, parce que c'est aussi ce qu'ils regardent. C'était aussi l'intérêt de leur alliance avec Téhéran. C'était une grande interrogation, mais là aussi, on est tellement devant les faits, devant un état de fait provoqué par l'unilateralité de l'action conjointe préparée de manière très secrète depuis quelques semaines, voire des mois, par le gouvernement, les états-majors américains et israéliens, quels que soient les résultats, et l'histoire nous le dira, que de toute façon c'est un état de fait et que toute la communauté internationale est obligée de se ranger, se plier à ce saut dans le vide, il faut le dire, stratégique, parce que il faudra être très très malin pour imaginer ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Le pouvoir iranien décapité ou pas, il va y avoir un vide, et le vide est extrêmement dangereux, de laisser entendre que... Et donc, quel État va capitaliser sur cette stratégie? C'est-à-dire qu'in fine, on frappe la logistique, ce sont les Américains, on décapite le pouvoir, je schématise, ce sont les Israéliens, et le pouvoir au milieu, la société civile iranienne va prendre le pouvoir. C'est quand même surestimer un peu les capacités de chacun, et puis surtout la résilience que peut montrer même ces 15-20%, vous le disiez Adèle, du noyau dur qui a tout à perdre d'une chute de régime. C'est beaucoup de monde quand même. Justement,